Sur le plan scolaire, au début du XIXe siècle, la capitale du Chablais tente de reformer tant bien que mal une infrastructure complètement désorganisée par la Révolution. Fort de ce constat, le curé de Thonon, Marie-Antoine Revel, propose à la municipalité de confier l'instruction des enfants aux frères des écoles chrétiennes. Dès les années 1820, plusieurs âmes pieuses, notamment le révérend Beau ou encore François-Joseph Gaillard, lèguent des biens et de l'argent pour la création d'une école. Cette initiative sera approuvée par le roi de Sardaigne, Charles Félix, le 20 janvier 1826. À la demande du curé Marie-Antoine Revel et du comte Ferdinand d'Antioche, syndic de la ville de Thonon, le roi autorise l'établissement des frères des écoles chrétiennes à Thonon pour l'instruction de la jeunesse et lui permet d'acquérir des immeubles et rentes à concurrence d'un capital de 30 000 livres. Cinq années plus tard, les frères peuvent enfin fonder leur premier et modeste établissement. Officiellement, ils arrivent à Thonon le 22 avril 1831 et ils s'installent dans la maison Beau, place de l'École, l'actuelle place Henri Bordeaux. L'établissement est bientôt transféré rue Chantecoq, avant de s'établir définitivement au quartier des Ursules en 1839. Aux Ursules, actuel quartier de la Rénovation, l'école a trouvé place dans l'ancien couvent des Ursulines. Le 16 septembre 1839, après des travaux de réparation et d'aménagement, Monseigneur Ray, évêque d'Annecy, bénit solennellement les lieux. Originaire de Megève, frère allemand, dans le monde Joseph-Marie Chabord-Blanc, est nommé directeur à Thonon. Il va marquer durablement de son empreinte l'histoire de l'institution. Le 1er juillet 1844, appuyé par le curé de Thonon, Michel-François de Lémilière, frère allemand ouvre un pensionnat sous la protection de Saint-Joseph. Le pensionnat sera approuvé par Turin en 1852 et ne tardera pas à compter 6 classes. Une chapelle est installée dans l'ancien chœur des Ursulines et le 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, le curé de Lémilière y célèbre la première messe. En 1856, le succès grandissant de l'institution encourage le frère Alamand à agrandir l'établissement en construisant une aile en bordure de la rue des Granges. Au moment de l'annexion, en 1860, le pensionnat accueille 140 élèves. Les élèves sont originaires non seulement du Chablais et du Faucigny, mais également de Genève, d'Aoste et de Fribourg. En 1870, 2 incendies consécutifs ravagent les bâtiments. Les internes sont logés chez l'habitant et aucun cours n'est interrompu. Menés promptement, les travaux de reconstruction seront achevés pour le 15 octobre, jour de la rentrée. Le 10 février 1875, le frère Alamand, affaibli, meurt, laissant le souvenir d'un homme entreprenant et pieux. Le frère Walfried lui succède le 5 mai et poursuit son œuvre, prolongeant d'une vingtaine de mètres l'aile de la rue des Granges et installe un musée en 1876. Depuis 1873, pour initier les élèves à l'art, une fanfare est fondée et la salle des fêtes de l'établissement accueille plusieurs fois l'an des représentations théâtrales données par les élèves. En 1881 sont votées les lois Jules Ferry, qui rendent l'enseignement public laïque. L'école communale de garçons est donc dotée d'instituteurs laïques et elle est transférée dans la maison dite des Vieillards et elle fait sa rentrée en 1881. Un mois plus tard, les frères ouvrent une école libre dans les locaux occupés précédemment par les classes communales, avec 180 élèves dans 3 classes. Le 7 décembre 1903, le frère Walfried meurt à l'âge de 78 ans. La direction est alors confiée au frère Victus. Le 7 juillet 1904, une loi supprime l'enseignement congréganiste. Dès le 12 juillet, l'ordre est donné de fermer le pensionnat. En réaction, des parents fondent une association laïque.
l'institution libre de Saint-Joseph. L'enseignement est alors assuré par des frères sécularisés. Les frères ne reprendront l'habit qu'en 1941 pour le quitter en 1966. En 1912, le maire de Thonon, Jules Mercier, fait déclarer d'utilité publique l'acquisition par la ville de l'immeuble dont l'institution Saint-Joseph est locataire. Le bail expirant en août 1913, tout espoir de le conserver est perdu. Le notaire Maître Gendin constitue alors à Genève une société immobilière, la Lémanique, pour la construction d'un bâtiment destiné à recevoir l'institution. Cette société achète au lieu-dit Les Contamines une propriété d'Albert Beau, négociant en vin. Le terrain, au lieu-dit Les Contamines, se situe dans un cadre exceptionnel sur une plateforme dominant le lac Léman. Les architectes Léon Quiblier de Thonon et Brun et Zumthor de Genève se virent confier les plans. L'équipe de Joseph Rubin commença les travaux en mars 1913. La première pierre du futur bâtiment est posée le 13 mars 1913. Le frère Victus, devenu le directeur Joseph Fleuret, multiplia avec les membres de l'association les démarches pour trouver des fonds. Et grâce à un prêt de René Bartholoni de 120 000 francs et aux dons de messieurs Chavas de Genève et Pellet de Vieux, le nouvel établissement put accueillir les élèves et ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire des frères à Thonon-les-Bains. Ouverture de l'institution libre à Saint-Joseph de Thonon-les-Bains. Une visite à l'immeuble de la Lémanique. Fluctua nec mergitur. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Telle devrait être la devise gravée au fronton du nouvel édifice de l'institution libre Saint-Joseph de Thonon. Mais la guerre 14-18 éclate. À la demande des autorités locales, l'établissement donne plusieurs fois l'hospitalité à des contingents de rapatriés arrivant du nord de la France par la Suisse. Le bilan des tués et des disparus pendant la guerre s'élève à 88 professeurs et anciens élèves. Joseph Fleuret, le directeur, meurt au mois de février 1920. Alphonse Poncier, frère Valéric en religion, lui succède. Son goût pour les mathématiques révèle un esprit clairvoyant, précis et méthodique. Sévère, il savait être indulgent et redonner courage et vaillance aux élèves. Rien ne lui échappait. On a constaté que la surveillance chôme parfois pendant la récréation de 4 heures. La présence des surveillants est pourtant plus nécessaire pendant cette récréation, à cause de la demi-obscurité. Ils sont priés de bien se trouver à leur poste. Poncier, 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 Poncier. Entre 1920 et 1940, Alphonse Poncier entreprend de nombreux travaux d'agrandissement. 1920, les dortoirs sous le toit. 1923, la construction d'un grand préau. 1930, construction d'une villa pour l'aumônier. En 1931, l'achat d'un terrain limitrophe permet la création d'un terrain de sport. La même année, on goudronne la cour. Le règlement était très strict. Interdiction aux externes d'acheter quoi que ce soit en faveur des internes. Une surveillance discrète était faite par M. Fleuret, sous-directeur, et M. Boirard, économe. La tenue était de rigueur. Casquette aux armes de l'établissement en hiver, canotier en été. Interdiction de parler au réfectoire, sauf les jeudis et dimanches à midi. 2 fois par mois, nous pouvions voir nos parents dans un parloir où l'on prenait le thé. La visite des parents et amis ne pouvait se faire qu'à des jours déterminés, principalement le dimanche, et après avoir reçu l'autorisation des professeurs. 1933, le grand réfectoire du rez-de-chaussée, et des douches ultra-modernes pour l'époque au sous-sol. Et dans la foulée, construction en 13 mois de travaux de la chapelle qui parachèvera la silhouette familière de l'établissement. Les initiatives du frère Poncier regardent aussi de très près l'animation pédagogique, éducative et religieuse, autant que l'organisation de l'institution.
Pour raviver ou entretenir la dévotion des élèves, il crée la confrérie Saint-Joseph dès 1920. En liaison avec l'aumônier, des retraites sont systématiquement instituées à l'intention des grands élèves. La Société des Gars de Saint-Jean dépose par ailleurs ses statuts. Elle a pour but de fédérer les activités extrascolaires, fanfares, chorales, théâtre, en leur donnant une identité spécifique dans les manifestations extérieures. De nouvelles filières d'études sont offertes. On rétablit la classe de mathématiques en 1932 et on crée un enseignement classique secondaire en 1938. La revue En Famille rend compte de la vie de l'institution au fil des années. Elle est éditée par l'Amicale des anciens élèves, celle-ci créée en 1890. Les fêtes religieuses ponctuent l'année scolaire en fonction du calendrier liturgique. La Saint-Joseph et la Saint-Jean-Baptiste de la Salle sont tout particulièrement célébrées, ainsi que les professions de foi à l'Ascension et les confirmations qui justifient la venue de l'évêque. La distribution des prix en fin d'année fait aussi partie des incontournables avec la participation de la fanfare. Elle donne généralement lieu à des démonstrations gymnastiques très prisées dans les années 30 et 40. Des borgnes. Quelquefois ose faire un effort. Mais bien qu'intelligent, trimer n'est pas son fort. Plus mystique est Goyet, et son âme songeuse, d'un poète sans doute à l'étoffe rêveuse. Paccard a l'esprit lent, mais non sans volonté. Il fait ce qu'on lui dit, mais non sans protester. Contat semble oublié de l'ingrate nature, sinon par son esprit, du moins par sa nature. Toujours en mouvement, parlant bas, parlant haut. Tel est le naturel de notre Caparneau. Son voisin, Rongiard, doué d'intelligence, affecte cependant certaine indépendance. Y a-t-il dans les rangs bavardage et sourire? Ce n'est que démolisse. Faut-il donc vous le dire? Par trop souvent frondeur et peut-être sournois. Favre adore le jeu, et le travail parfois. Les activités extrascolaires, les promenades en rang plus ou moins serrées dans la campagne, les sorties en ville, les compétitions sportives servent surtout d'exutoire et de dérivatif dans une vie d'interne plutôt astreignante et morose. Excellente idée, vraiment, que d'avoir invité la jeune et déjà expérimentée fanfare de Saint-Jean à venir donner une aubade jeudi au kiosque à musique. Sous les platanes de la place des Arts, les Tononnais passèrent un agréable moment au son des polkas, valses lentes et autres pas redoublés qu'interprétèrent avec brio les jeunes musiciens potaches que forment avec tant de patience et de talent leur chef, le cher frère Milleray. Bravo donc à la fanfare de Saint-Jean, et que ce concert devienne, pour les années à venir, une tradition. La fanfare, créée en 1873, tient une place importante dans la vie de Saint-Jean. Elle constitue en quelque sorte sa vitrine privilégiée. L'activité théâtrale ou art dramatique a également toujours été privilégiée au sein de l'institution au point d'en constituer une véritable tradition. Son répertoire est varié et éclectique. Il va des pièces classiques à d'autres, de caractère plus populaire et même romanesque, mais toujours proposé dans le souci d'édifier les spectateurs par sa qualité artistique ou sa haute tenue morale. Le samedi soir, la séance est payante et réservée à un public venu de l'extérieur et tout au nom à court. L'institution Saint-Joseph donnait samedi soir, en sa salle des fêtes, une pièce célèbre au passé lourd de gloire, le Barbier de Séville. Ce que l'on vit nous enchanta, et plus d'un spectateur dut penser qu'une troupe chevronnée n'aurait guère mieux fait. Allez, debout! Dans les dortoirs, nous avions un lit et une caisse en bois pour mettre nos affaires. La chambre du surveillant était au bout. Oh, je le connais ce dortoir. Nous sommes même de vieux amis. Les lits alignés correctement, la chambre du frère est séparée des élèves par de simples draps flottants à tous les vents. Ah, la première nuit. On ne peut coucher son petit frère ou sa petite sœur. On ne peut dire à sa maman de venir nous embrasser dans notre lit. On ne peut parler. Rien du tout. Mais je suis à Saint-Jean. La classe, le travail, les heures austères passées devant un pupitre gratté et regratté et entaillé. Des dictées pleines de traquenards, des versions indéchiffrables. Plus de parents mais des professeurs.
Plus de sœurs et des frères, mais des camarades. Quel choc! Le cafard me prend. Allez, oust, au lavabo. Les premières nuits à Saint-Jean sont parfois demeurées longtemps dans le souvenir des anciens élèves. En repassant ma journée, j'observe les bruits. En bas, ils se répètent à tour de rôle. Tantôt, un tintamarre assourdissant monte jusqu'à nous. C'est une casserole qu'un employé a laissé tomber sur le carrelage. Tantôt, un sifflement prolongé transperce les murs et vient nous frapper à l'oreille. La Micheline de 8h55 va entrer en gare et avertit les passagers de se tenir prêts. 2 ou 3 minutes après, les grands, qui ont veillé, vont se coucher et attaquent le béton d'un pied lourd et marqué. De temps en temps, un court silence endort notre esprit. Pas pour longtemps, malheureusement. Un de mes copains enrhumés commence sa sérénade en toussant fortement. Au fond, un autre fait claquer la porte des WC. Ici, les ressorts du lit grincent et me rappellent le jour où j'avais tant bataillé pour ouvrir la porte de l'atelier de papa. C'est intenable. Quelle patience il faut avoir. Bientôt, tout se calme. Pas un soupir ne s'élance dans le dortoir. Pas un ronflement ne trouble le silence qui nous enveloppe. Dehors, la bise n'est plus qu'une caresse. Saint-Jean s'est complètement plongé dans un monde dépeuplé. Septembre 1939. La guerre éclate à nouveau. L'histoire paraît se répéter. À nouveau, départ de professeurs mobilisés et début des restrictions. Beaucoup d'anciens rejoignent le front. Certains s'y distinguent, le sergent-chef François Morel, natif de Thonon. As de l'aviation avec 14 victoires à son palmarès, il est un authentique héros de légende aux qualités morales indéniables, avant d'être lui-même abattu au cours d'un violent combat le 18 mai 1940. À Saint-Jean, la vie continue presque comme avant, à l'ombre du maréchal. L'année 1941-1942 fut plus difficile. Les restrictions commençaient. Rutabaga, carottes, topinambour cuits à l'eau. C'était insuffisant pour notre âge malgré le dévouement du frère économe qui parcourait la campagne pour trouver de quoi nous nourrir. L'année 1942-1943 fut rendue encore plus difficile par l'aggravation des restrictions. Pendant cet hiver rigoureux et sans chauffage, les vitres sont restées gelées et dans les classes, on travaillait en conservant tous nos vêtements, pulls et vestes, chaudes éventuellement, les doigts rougis par le froid. Les congrégations enseignantes sont à nouveau autorisées par le nouveau régime. Ainsi, les frères retrouvent leur soutane dès la fin de l'année 1941. Surprise de la part des élèves, le frère directeur change de look. Avec l'arrivée des troupes d'occupation, les Italiens d'abord, les Allemands ensuite, en novembre 1942, une vie clandestine se met discrètement en place. Des personnes pourchassées par l'occupant transitent par l'infirmerie de l'établissement avant de passer en Suisse. Il y avait des élèves juifs que l'on cachait. J'en avais 3 pour ma part, les 2 frères Katz, dont Paul était un brillant élève, et puis Koblenz. Voilà, le soir, j'allais prendre une tisane à l'infirmerie, et puis j'ai un couple là qui ne disait rien, qui est à côté, qui d'ailleurs sont sortis de là. Alors l'infirmière me dit « Dites rien du tout, dites rien, ce sont des gens qui demain passent la frontière. » Un professeur juif enseigne à Saint-Jean sous une fausse identité, avec la complicité du frère Poncier. Au mois de décembre 1943, les autorités allemandes réquisitionnent l'établissement pour en faire un hôpital militaire. D'énormes camions transportaient au collège municipal la literie et les malles des classes moyennes, tandis que des voitures attelées, offertes spontanément, déménageaient l'infirmerie, les bureaux de la direction et de l'économat. Les lits destinés à l'hôtel de la Sapinière, le mobilier des professeurs, les tables de réfectoire, les provisions de bouche, les fruits, les pommes de terre, les légumes, le charbon, etc.
Vous auriez vu sortir, d'un côté, un interminable pont roulant de tables de classe portées à bras, s'engageant par l'avenue des Troènes et celle d'Évian, dans le boulevard de Savoie, pour aboutir au groupe des Suets. Par la cour d'honneur, s'allongeait un ruban multicolore de petits lits mignons tout faits, portés chacun par 4 petits hommes, envahissant le chemin du lac pour aller s'engouffrer à l'hôtel Beausite. Les grands, leur déménagement achevé, transportaient le matériel des petits. Alors la file des lits changeait de direction et allait peupler 2 dortoirs des Suets. C'était un beau branle-bas. Une fois le drapeau descendu, le mât des couleurs a été scié pour être transporté à l'école des Suets, où on l'a replanté. Et sur le chemin entre Saint-Jean et les Suets, les élèves portaient le mât sur leurs épaules, en file indienne, et chantaient en passant par la Lorraine avec mes sabots. Ce qui était évidemment une espèce de provocation à l'adresse du régime de Pétain. Annecy, le 30 août 1944. Monsieur le directeur, à l'instant m'arrivent des nouvelles de Thonon et je suis heureux de savoir que votre cher Saint-Jean, évacué à temps, vous a été rendu intact. Le 13 août 1944, les Allemands évacuent Saint-Jean et les frères peuvent reprendre possession des lieux. Une messe d'action de grâce est célébrée le surlendemain, le 15 août, dans la chapelle de l'institution. La vie reprend son cours. Le centenaire de l'institution, qui correspondait à l'arrivée des frères à Thonon, est fêté dans la Liesse, le 17 juin 1945, avec plus d'1 an de retard. C'est surtout l'occasion de célébrer la fin d'une période particulièrement éprouvante pour l'établissement. L'amicale des anciens élèves lance une souscription pour offrir aux frères Poncier un magnifique calice en témoignage de leur reconnaissance. Frère Alphonse Poncier est nommé à d'autres fonctions et le frère Henri Géry le remplace comme directeur de l'institution. Au milieu des années 50, celle-ci atteint un effectif de 500 élèves, très majoritairement internes. En 1959, le frère Jean Séneva succède au frère Géry et devient le 6e directeur. Il restera en fonction 3 ans. De 1962 à 1969, la codirection de l'établissement est assurée par frère Martial Chessel et frère Charles Pissot. Cette période est marquée par l'arrivée des enseignants laïcs. J'étais impressionné par l'ouverture d'esprit d'une communauté chaleureuse et encore nombreuse à l'époque. Pour moi, qui, auparavant, ne connaissais rien de l'enseignement privé catholique, sinon par des schémas caricaturaux plus ou moins répandus, ce fut comme une sorte de révélation positive. Beaucoup de travaux sont effectués, notamment la construction du gymnase. La neige est de retour, et c'est avec joie que nous l'accueillons. La cour est verglacée, et, ici et là, quelques intrépides façonnent des glissades. Voilà déjà 3 semaines que nous avons quitté les vacances de Noël. Au mois de juin 1964, l'établissement Saint-Joseph crée l'événement dans la ville de Thonon, en fêtant le 50aire de la construction et de l'inauguration de l'institution. Pour l'occasion, des travaux sont réalisés, les premiers d'après-guerre, comme des laboratoires. Dès 1910, l'institution accueille dans sa classe de maternelle des filles. Les anges n'ont pas de sexe. Pendant la guerre, les femmes remplacent les hommes partis au front, mais une femme enseigne dès 1936 à Saint-Joseph. Madame Crespin est la première professeure de français. Elle a une dévotion pour Sainte Rita de Cassia, patronne des causes désespérées. « Vous allez tâter de ma swing », disait-elle aux cancres, en les menaçant d'une longue baguette fine et flexible, dont elle se servait en fait rarement. Hélène Crespin sera décorée lors des célébrations du 50aire. En 1965, elles sont 3 à enseigner à Saint-Joseph. On les appelle les 3 Grâces. C'est donc en septembre 1965 que je suis arrivée en train à la gare de Genève. J'y étais attendue par le frère Charles. Je n'avais pas encore de logement à Thonon, et il était prévu que je serais hébergée pour les premiers jours à l'infirmerie de Saint-Jean. Je fis alors connaissance de frère Joachim, qui était préposé à la blanchisserie de l'école. Tout rose de confusion, il me dit « C'est la première fois de ma vie que je fais un lit pour une demoiselle. » Je n'ai jamais oublié ces mots, ni la gentillesse de ce frère. Mais je n'étais pas la seule demoiselle attendue pour cette rentrée.
2 autres devaient arriver sous peu. Et ce fut un grand souci pour le frère Régis qui, confronté à un brutal chamboulement de ses habitudes, voyait le diable entrer dans la maison. J'ai été chaleureusement accueillie par les instits en poste, Madame Chaussin et surtout Marie-Claire Milliet. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, je lui dois beaucoup. L'accueil du frère Charles, qui dirigeait l'établissement, a été beaucoup plus froid. C'était un homme qui en imposait, je l'ai toujours craint, et je n'étais pas la seule. Pour prendre sa défense, il semble que l'arrivée de la mixité dans son établissement, longtemps réservée à la gente masculine, lui convenait pas du tout. Personnellement, quand je suis arrivée à Saint-Jean, j'avais 22 ans, pas de formation ni expérience. La formation s'est faite sur le tas, en situation. À l'époque, pour enseigner l'anglais, il y avait un tableau noir, un bâton de craie, un manuel et quelques cartes murales en couleur avec des illustrations vieillottes. Il fallait beaucoup d'énergie, d'imagination et une autorité naturelle, comme disait frère Charles, pour ne pas se faire manger. Les filles feront leur entrée à Saint-Joseph en 1968. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Comme un garçon. Notre professeur de physique nous avait présenté au début du cours 3 chanteuses vieillies du moment pour faire un sondage et lancer l'une d'elles. Nous avions voté pour Sylvie Vartan. Comme un garçon, je porte un blouson. Comme un garçon. La 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 la. À Saint-Jean, mai 1968 fut vécu dans un calme relatif, si mes souvenirs sont exacts. Il y eut quelques sit-ins dans la cour avec refus d'aller en classe. C'était sans doute plus pour faire comme les autres que par esprit revendicatif. Un jour cependant, un collégien de mes élèves, par ailleurs brillant et discipliné, prit la tête d'une manifestation dans la cour avec pancartes et slogans. Cette initiative ne plut pas à des lycéens qui s'emparèrent de lui et lui passèrent la tête sous le robinet d'eau froide de la cour pour lui remettre les idées en place. Sur ce, le directeur téléphona aux parents qui vinrent récupérer l'agitateur. Il fallut toutefois faire face à l'invasion des élèves de la Versoix qui, eux, faisaient grève et manifestaient. Le CT, l'enseignement catholique de Thonon, est créé en 1969. Bon, eh bien, le CT est né en 1968. Avant les événements, ce n'est pas les événements qui ont commandé l'ouverture, mais c'était une constatation d'une situation de fait. Il y avait sur Thonon une forte implantation d'enseignement catholique, de nombreux établissements indépendants qui avaient chacun une structure complète. Et on arrivait à des aberrations, des classes de terminale squelettiques, parce que chacun avait toutes les sections, quelquefois des concurrences plus ou moins acceptables, et l'idée est née de regrouper tout ça en une seule organisation qui s'appellerait l'enseignement catholique de Thonon. Alors il y a eu cette idée d'en faire une seule association, où chaque établissement gardait sa physionomie, sa tradition, puisque c'est fondé par des dénominations différentes, mais où il se répartissait le travail. Et ça permet de donner à Thonon une structure plus cohérente, il n'y a pas de concurrence, on s'épaule, et gros avantage, c'est que ça donne une mise en commun des moyens financiers, des moyens pédagogiques. Lorsqu'une école a quelques heures de trop, elle peut les passer aux voisins et ça permet de réouvrir des sections, de s'équilibrer. Alors voilà les CT. En 1974 s'ouvre une section technique. En 1979, un premier jumelage est initié avec une ville allemande, Altötting. Puis viendront les jumelages avec l'Espagne, l'Italie, le Danemark, l'Angleterre ou encore la Turquie. En 1992, des BTS analyse biologique et biochimie s'ouvrent à Saint-Joseph. Ils deviendront les BTS analyse de biologie médicale et bioanalyse et contrôle. En 1994, un espace lycéen est créé. Les salles et un réseau informatique sont installés, ainsi que de nouveaux laboratoires. Se succéderont à la tête de l'établissement Charles Pissot, une année en 1969. Monsieur Courtieu, le premier directeur laïque, de 1980 à 1992. Monsieur Lefort prendra la suite, les années 92 et 93. Monsieur Tessier, de 93 à 2000. Monsieur Ségara dirigera l'établissement pendant 8 ans. Depuis 2008, Laurent Pichot a pris la suite. Le départ des frères en 2001 a paru marquer la fin d'une époque. Pourtant, avec le retour de la tutelle lassalienne en 2006,
on a pu constater que l'aventure éducative était loin de s'achever. L'inauguration de la nouvelle aile du lycée vient aujourd'hui faire écho au bâtiment inauguré en 1914. Ancré dans une solide tradition, l'esprit pionnier de Saint-Joseph n'a pas fini de faire grandir en humanité les jeunes de demain.